Nous sommes aux Écrennes, situées dans le département de Seine-et-Marne, en plein cœur des anciennes terres royales. Cette modeste commune de 700 habitants vit à l'écart de toute agitation urbaine. C'est un petit village vraiment pleine campagne, entre Melun et Volvicomte. C'était un village, comme il y en a beaucoup en Seine-et-Marne, d'habitation, de résidence. Il y a des grandes exploitations agricoles. Vous avez des champs à perte de vue. Les exploitations elles-mêmes sont assez étendues. Et il n'y a pas beaucoup de passages. Il y a des routes, mais ce sont des petites routes. Il n'y a pas beaucoup de population. C'est pas très habité. Pourtant, le jeudi 8 février 2001, un événement va rompre la quiétude du village. Il est 8 h du matin lorsqu'un employé de la ferme de la Glazière se rend sur son lieu de travail. Mais soudain, il s'arrête net. L'agriculteur vient d'apercevoir quelque chose. Le matin des faits, c'est un employé de la ferme, un employé agricole qui va découvrir le corps de la victime qui gît dans le fossé sur le bord du chemin qui mène à la route. L'employé de la ferme ne met pas longtemps à comprendre que la victime est décédée. Il ne peut plus rien faire pour l'aider. Évidemment, il y a du sang. Et il y a, au premier coup d'œil, c'est évident qu'il y a eu des coups de couteau de portée. L'homme est d'autant plus sous le choc qu'il connaît la victime. Il s'agit de Priscilla, une adolescente du village. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle perdu la vie? La jeune femme a-t-elle été victime d'un rôdeur? Il est 8h15 lorsque les secours ainsi que la gendarmerie du Châtelet-en-Brie sont dépêchés sur place. À leur tour, ils ne peuvent que constater le décès de Priscilla. Présent sur les lieux, le major Michel Baumer n'oubliera jamais cette scène de crime. Quand on voit une enfant adolescente allongée comme ça, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais en tout état de cause, il faut réagir en conséquence. On a tout de suite compris qu'on avait une affaire qui était hors norme, qu'il fallait faire intervenir du monde parce que là, il y avait beaucoup d'investigations à mener. Dans un premier temps, les gendarmes établissent un périmètre de sécurité. Puis le major Michel Baumer et son équipe examinent de plus près le corps de l'adolescente. La victime est allongée sur le dos, elle est torse nu et on voit qu'elle a pris un grand nombre de coups de couteau au niveau du cœur. Elle est pieds nus, elle est en pyjama en fait, comme si elle sortait de son lit. Des scènes de crime, on en a tous vu, à chaque fois c'est un crime différent, mais celui-là particulièrement sordide. Priscilla présente également des blessures au niveau des mains qui laissent supposer qu'elle s'est défendue. Mais face à qui? Et pourquoi? À la recherche d'indices, les gendarmes élargissent leur champ d'action et font une découverte, aussi inattendue que terrifiante. On retrouve à proximité du corps de la victime, un peu plus en retrait sur le chemin, un objet dont on ne sait pas très bien ce que c'est, qui n'est pas identifié dans l'instant. Et puis, en s'approchant, les gendarmes vont s'apercevoir qu'il s'agit d'un masque en latex, et qui représente une figure de diable. Immédiatement, le masque est placé sous scellé, en attendant d'être expertisé. En parallèle, l'agriculteur qui a découvert le corps indique aux gendarmes où se trouve la maison des parents de Priscilla. Ils vivent dans la ferme de la Glazière, à seulement 200 mètres de là. C'est vraiment la pleine nature. Il y a des champs à perte de vue. Il y a des voisins de l'autre côté, dans un autre bâtiment, mais ils sont quand même assez éloignés. Il n'y a rien autour surtout, absolument rien. Sur place, les gendarmes sonnent, puis frappent à la porte, mais il n'y a personne.
la maison est vide. Alors c'est un de mes camarades qui s'est chargé de prévenir les occupants de cette maison. Hein. Ils étaient au travail et on leur a demandé de revenir très vite. Ils étaient anéantis. Hein. En attendant leur arrivée, les enquêteurs font le tour du domicile. J'ai été un des premiers à aller dans la cour de la ferme. En arrivant dans cette cour, je me suis aperçu qu'une maison, alors qu'on était en plein mois de février, il y avait une fenêtre entièrement ouverte. J'ai fait le tour de ce fameux bâtiment et j'ai constaté qu'un carreau de la fenêtre de gauche avait été brisé. Technique des cambrioleurs, hein, pour pas faire de bruit, on met du scotch et après on donne un coup de pied ou un coup de poing. Et j'ai aussi constaté des traces de pas au sol. Donc j'ai protégé tous ces indices. Au même moment, la mère de Priscilla arrive à la ferme. Alors qu'elle est prise en charge par l'équipe de secouristes et de psychologues, les gendarmes inspectent l'intérieur de la maison. Ils vont également s'apercevoir que l'électricité a été coupée. Dans un premier temps, on peut évidemment penser qu'il peut s'agir d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Seulement, c'est bizarre, rien n'a été fouillé, rien n'a été dérobé, il ne manque rien visiblement. Et en tout cas, rien n'a été dérangé. Là, l'hypothèse, on n'en a aucune. On ne ferme aucune porte. On ne peut pas, dans ce genre d'affaires, on ne peut pas fermer de porte. Que s'est-il vraiment passé dans cette maison? Dans quelles circonstances l'adolescente a-t-elle été tuée? Et que va révéler la suite de l'enquête? Aux Écrennes, le 8 février 2001, la gendarmerie du Châtelet-en-Brie interroge les proches de Priscilla afin d'établir un profil de la victime. Priscilla, la victime, est une jeune fille sans histoire de 14 ans. Elle est en classe de 4e au collège de Châtelet-en-Brie. Elle est la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Elle a 2 frères et une sœur. Et elle est la dernière à vivre dans la ferme avec ses parents. Elle est bien considérée partout. Elle fait l'unanimité, que ce soit auprès de ses amis, que ce soit auprès de ses proches ou auprès de ses professeurs. Rien dans la vie de cette jeune fille ne laissait présager un tel drame. Le niveau d'horreur augmente encore davantage lorsque le médecin légiste rend ses conclusions. Priscilla a été frappée par plus de 60 coups de couteau. Qui pouvait lui en vouloir à ce point? Les parents de la jeune fille n'en ont pas la moindre idée. Ils étaient totalement sous le choc. Enfin, je veux dire, ils avaient du mal à parler. Enfin, on voyait bien le traumatisme qu'il y avait eu en apprenant l'information et l'histoire. Malgré le peu d'éléments dont ils disposent, les gendarmes parviennent à retracer l'emploi du temps de l'adolescente de 14 ans. Connaissait les habitudes de la jeune fille. Pour arriver à la ferme des Écrennes, il faut quand même savoir, si on veut y commettre un forfait, dans quel créneau horaire on doit agir. Il y a un très petit laps de temps entre le moment où les parents quittent la ferme et où Priscilla se retrouve donc seule. Donc on s'oriente quand même très vite davantage vers quelqu'un qui connaît l'environnement, alors forcément un proche. Un proche, peut-être même un membre de sa famille. Les gendarmes décident de vérifier l'alibi des parents ainsi que des frères et sœurs de Priscilla. Les alibis sont
très solide. Les deux parents sont partis travailler, ils étaient sur leur lieu de travail chacun. Le laps de temps est très court, hein, donc de toute façon c'est quand même assez facile à vérifier. Et puis les autres enfants ne vivent plus au domicile, ne vivent plus à la ferme. Donc le cercle familial, il est extrêmement restreint. Les gens qui habitent dans cette ferme ne sont pas là au moment où se passent les faits. Après avoir écarté la piste familiale, les officiers interrogent les voisins des parents de Priscilla. Derrière la ferme de la Glazière, il y a une maison qui est occupée par une famille qui a été entendue, mais ces gens ont été mis à l'écart très vite. À force de persévérance, les enquêteurs obtiennent finalement de précieuses informations. Des camarades du collège de Priscilla assurent que l'adolescente était très perturbée depuis plusieurs mois. Apparemment, Priscilla se sentait menacée, épiée. Elle a expliqué qu'elle ne donnait pas trop de détails, mais elle sentait que le soir, on pouvait la suivre ou l'épier, la regarder à son insu. C'était plutôt un ressenti qu'autre chose. Cette menace invisible semblait même poursuivre l'adolescente jusque chez elle. Priscilla n'en a jamais parlé à ses parents de cette crainte, elle s'en est ouverte auprès de ses copines au collège, mais pas à ses parents. Et les parents avaient remarqué qu'effectivement, les chaises avaient pu bouger, au lieu d'être les quatre pieds posés par terre, ils étaient renversés sur la table ou inversement. Bien sûr que ça les avait alertés, interpellés, mais en même temps, ils n'avaient pas pensé à plus que ça. Les gendarmes apprennent également qu'1 an seulement avant le drame, la famille de Priscilla avait été victime d'un incident très inquiétant. Le carreau, effectivement, avait déjà été fracturé. Je crois même qu'avant qu'il soit cassé, il avait été démastiqué, comme si on avait voulu l'enlever sans faire de bruit. Ces mystérieux événements seraient-ils en lien avec le meurtre brutal de l'adolescente? Alors qu'ils sont dans l'impasse, les enquêteurs reçoivent les résultats des expertises réalisées sur le masque de diable trouvé sur les lieux du crime. Alors ce masque a révélé 2 choses. À l'intérieur, on avait l'ADN de l'auteur et à l'extérieur, on avait des micro-gouttes de sang de la victime. Malheureusement, le profil ADN n'est pas recensé dans le fichier national. Impossible donc de remonter jusqu'au meurtrier. Le mystère reste entier, rien ne parle précisément, rien n'apparaît clairement. Donc l'inquiétude est grande de ne pas voir l'enquête avancer, mais disons qu'elle piétine quelques jours. Les enquêteurs parviendront-ils à identifier le bourreau de Priscilla? S'agit-il d'un simple rôdeur ou d'un proche de cette adolescente? Au pied du mur, la gendarmerie de Châtelet-en-Brie décide de mener de nouvelles investigations à la ferme de la Glazière. Pour ce faire, elle demande aux parents de Priscilla de quitter leur domicile, sur le champ. Il n'est pas question de rester là, il faut préserver cette scène de crime, on peut peut-être encore trouver d'autres indices, il peut y avoir des choses qui bougent. Les parents frappent aux portes des amis et très vite, l'un de leurs proches qui habite aux Écrennes leur propose de venir chez eux passer les premières nuits. Par précaution, les gendarmes s'assurent de la fiabilité de ces hôtes. Très vite, ils réalisent que les deux familles sont proches et qu'elles se fréquentent depuis plus de 5 ans. Avant d'habiter dans la ferme, les familles de Priscilla vivaient dans un logement et ils étaient voisins avec ses amis. Les enfants de ce couple sont des enfants en bas âge. Priscilla d'ailleurs va garder la petite, la dernière, à quelques occasions. Ça crée des liens, tout ça bien sûr, et ça unit deux familles. Mais le 10 février 2001, 2 jours seulement après avoir emménagé chez leur amie, la mère de Priscilla contacte la gendarmerie.
Elle les alerte quant au comportement de Didier, le père de famille qui les accueille. Il va avoir une drôle d'attitude. C'est-à-dire qu'alors que personne ne lui demande rien, que personne ne le sollicite ou ne l'accuse de quoi que ce soit, voilà qu'il va se mettre à se justifier à tout propos. C'est pas une attitude très normale. Suite à cet appel, le major Michel Baumer est averti à son tour par l'un de ses collègues. Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, ce que j'en pense, c'est que j'arrête tout de suite mon audition et on va voir ce type-là tout de suite. Il est 18h lorsque les enquêteurs toquent à la porte de la maison de Didier. Il est seul à son domicile avec ses 2 filles. Sa femme est sortie et les gendarmes vont l'informer qu'ils vont procéder à une perquisition à son domicile. Mais l'attitude de l'homme de 39 ans laisse les gendarmes perplexes. On lui dit qu'on vient le voir dans le cadre d'affaires qui nous concernent. Il ne nous pose aucune question. C'est une attitude surprenante parce que, en principe, quand on va frapper quelqu'un, on lui dit « Mais attendez, pourquoi? Qu'est-ce que vous venez faire? Pourquoi ?» Mais là, il ne nous pose aucune question. Comme s'il s'y attendait. La perquisition démarre et les enquêteurs savent exactement ce qu'ils viennent chercher. Il ne s'agit pas de retourner à la maison et de fouiller de fond en comble. L'idée très précise repose sur un des rares éléments dont ils disposent, c'est-à-dire la trace de chaussures, la trace qu'ils ont trouvée sur la scène de crime. Immédiatement, les gendarmes se dirigent vers le garage où sont rangées les chaussures de Didier. Et après examen, une semelle attire leur attention. On distingue encore la trace qui est identique à celle qu'on a trouvée sur la scène de crime. On constate également que le dessous de ces chaussures ont été meulés avec une disqueuse. Ça se voit très nettement. Et du coup, on va se mettre à rechercher également, voir s'il n'y a pas un outil qui peut correspondre. Et on va finir par trouver une disqueuse qui était aussi dans le garage. En observant l'outil de plus près, les enquêteurs remarquent des particules de gomme d'une couleur identique à celle de la semelle suspecte. Alors non seulement la paire de chaussures a été limée, ce qui est déjà quand même un indice assez confondant, mais en plus elle est maculée de petites taches, de petites traces sombres qui évidemment pourraient apparaître comme des traces de sang. Donc évidemment, ils vont placer sous scellé cette paire de chaussures. Malgré les découvertes des enquêteurs, Didier est toujours plongé dans son mutisme. L'homme ne laisse rien paraître. Ah mais il ne parle pas. Je vais dire qu'il subit la perquisition, il nous suit, il ne pose aucune question, il ne nous explique pas, il n'y a rien, il ne parle pas. Les heures passent et les gendarmes sont toujours à la recherche de nouveaux indices. C'est alors qu'ils mettent la main sur un objet, pour le moins surprenant. Ils vont retrouver également un masque en latex. C'est pas un diable cette fois, c'est une autre forme, mais c'est le même type de masque. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Les gendarmes découvrent aussi une boîte de gants en latex dans laquelle il manque une paire de gants et ils découvrent aussi que ces gants, l'extrémité des doigts de ces gants est constituée de petits ergots, de petits picots qui correspondent parfaitement aux traces de petits ergots qu'ils ont retrouvés sur les adhésifs qui retenaient le carreau qui a été brisé. Cette dernière découverte finit de convaincre les gendarmes qu'ils détiennent un suspect très sérieux. À 22h30, après 4h30 de perquisition, il est temps d'emmener l'individu à la gendarmerie pour là réellement commencer un interrogatoire. Comment va se dérouler la garde à vue de l'ami de la famille? Sortira-t-il de son silence?
Et surtout, est-il impliqué dans le meurtre de Priscilla? Le samedi 10 février 2001, 2 jours après la découverte du corps de Priscilla, les gendarmes du Châtelet-en-Brie placent Didier en garde à vue. Et si tout semble accuser cet homme de 39 ans, il n'a pourtant pas le profil d'un tueur de sang-froid. Il est commis boulanger dans une boulangerie d'une commune voisine. C'est un homme de 39 ans, il est marié, il a deux enfants, 2 petites filles. Lui est décrit comme étant quelqu'un de très serviable, de très gentil, peut-être un peu timide, un peu effacé, mais c'est monsieur tout le monde. Mais très vite, les enquêteurs réalisent que cet homme, bien sous tout rapport, a une part d'ombre. Et même un casier judiciaire. En cherchant bien, les gendarmes finissent quand même par découvrir qu'il a un passé, qui est même presque un passif, parce qu'il a déjà été condamné pour une affaire d'exhibitionnisme quand il habitait à Dame-Marie-Lévis. Des faits qui remontent à 1996 et qui se seraient sans doute reproduits. On a interrogé toutes les amies de Priscilla qui indiquaient qu'effectivement elle l'avait vu à la fenêtre se masturber. Comme l'exige la procédure, les gendarmes font appel à un médecin afin de s'assurer que l'état de santé du suspect est compatible avec son maintien en garde à vue. Le médecin l'ausculte, découvre plusieurs coupures. Il a les doigts coupés, qui justifient comme étant des petits accidents professionnels. Il s'est coupé à la boulangerie. Et puis il y a les coupures sur les doigts, mais au-dessus, sur les poignets, il y a des griffures. Des griffures là sur lesquelles il est incapable de justifier quoi que ce soit. Il a les bras griffés, mais enfin il ne sait pas pourquoi. Et c'est alors que le médecin, évidemment, face à ces conclusions, décide de relever son ADN. Il est 23h30 lorsque l'audition du boulanger débute. Dans un premier temps, les gendarmes veulent tester Didier et lui demandent où il se trouvait au moment des faits. Et là, il va nous expliquer qu'il avait prévu depuis longue date à aller sur Paris pour aller dans une grande enseigne parisienne pour acheter des disques. Et en guise de preuve, l'homme apporte aux enquêteurs des tickets de paiement datant du jeudi 28 février 2001. Pour autant, les gendarmes ne sont pas convaincus par les arguments du suspect. Le magasin en question n'ouvrant que vers 10h, les gendarmes constatent qu'il ne s'agit pas en fait d'un alibi, puisqu'il avait tout à fait le temps, avant de partir, de commettre le crime. Le boulanger n'a donc pas d'alibi sérieux. Et les résultats de l'analyse ADN vont l'accabler davantage encore. Cette trace ADN relevée sur le masque de diable correspond à l'ADN du mis en cause. Alors qu'ils ont la preuve formelle que Didier est bien le meurtrier de Priscilla, les gendarmes préfèrent garder ces résultats ADN pour eux. Ils veulent voir jusqu'où il est capable de mentir. Et pour cela, les enquêteurs le testent à nouveau. Ils lui présentent la paire de chaussures qu'ils ont retrouvée chez lui. On lui dit, mais pourquoi ils sont usés comme ça? Il dit, non, c'est ma façon de marcher. Et donc on lui dit, mais ça n'a pas été fait plutôt avec la disqueuse, scellée qu'on lui présente également. Et il dit, non, c'est ma façon de marcher. Et en insistant, en disant que c'était pas possible, vu les traces qu'il y avait, en fait ça le désarçonne complètement. Il craque, il s'effondre et il passe aux aveux. Il passe aux aveux, diront les gendarmes, les larmes aux yeux. Didier va-t-il enfin expliquer les raisons de son geste fou? Que voulait-il à Priscilla? Et comment va réagir la famille de cette adolescente de 14 ans?
Aux écrennes, suite aux aveux de Didier, les gendarmes avertissent sans plus attendre les parents de la victime. Pour eux, qui sont amis et anciens voisins du boulanger, cette annonce est vécue comme une trahison. Ils se sont vraiment sentis complètement trahis et puis il y avait certainement une rage vis-à-vis de celui qui leur avait ôté la plus jeune de leurs filles. Dès lors, les gendarmes du Châtelet-en-Brie n'ont qu'une seule chose en tête, connaître précisément le déroulé des faits. Pour y voir clair, ils interrogent à nouveau Didier. L'homme de 39 ans va alors leur livrer un récit glaçant. L'assassin s'était posté très tôt le matin, dès 6h30, dans un hangar voisin de la ferme pour observer les allées-venues. Il a attendu que les parents partent, puisque de toute façon il savait qu'ils partaient travailler comme tous les matins. Et une fois qu'il a bien eu la certitude que le terrain était libre et que la petite était toute seule dans la maison, il s'est approché de la maison et il a commencé ce qu'il avait prévu de faire. Tapis dans la nuit, Didier revêt son masque, puis sort son couteau. Commence alors la seconde partie de son plan. Il avait repéré cette fenêtre, hein, il a mis le scotch, il avait pris le scotch avec lui, il l'a placé sur le carreau, il a donné, je crois, un coup de coude pour pénétrer à l'intérieur. Connaissant parfaitement les lieux, l'homme explique aux gendarmes qu'il s'est stratégiquement dirigé vers le compteur électrique. Il a pris soin de couper l'électricité, donc elle est complètement dans le noir. Comme il avait le masque sur la tête et qu'il était dans le noir, il a buté dans un tabouret ou une chaise, ce qui a réveillé la victime. L'adolescente de 14 ans comprend immédiatement qu'il y a un intrus dans la maison. Paniquée, elle sort de sa chambre à toute vitesse pour se mettre à l'abri. Elle va se réfugier dans la salle de bain, mais évidemment, de l'intérieur, elle ne sait pas qui est dehors, elle n'a pas idée de ce qui se passe. Dans l'obscurité, Didier, qui a entendu les bruits de pas de Priscilla et le verrou de la porte s'enclencher, se dirige à son tour vers la salle de bain. Comme elle était fermée, il a essayé de la défoncer en donnant des coups d'épaule dedans, mais il n'a pas réussi. Et donc, comme il voulait absolument rentrer dans cette salle de bain, il est passé par les toilettes où il y avait une ouverture entre les toilettes et la salle de bain, et il y est pratiquement arrivé, sauf qu'il s'est retrouvé coincé en haut. Tapie dans un coin de la pièce, la jeune fille se retrouve à seulement quelques centimètres de son agresseur masqué. Priscilla va finir par trouver le moyen de s'échapper avec cette espèce de visage horrible qui est tordu dans un angle de la pièce. Elle va sortir de la salle de bain, elle va courir, elle va défoncer la porte-fenêtre qui va lui permettre d'accéder à la terrasse. Donc lui, il s'est lancé à sa poursuite, hein, toujours avec son masque sur la tête. Le problème, c'est qu'il est asthmatique et le masque l'a vite asphyxié, je dirais, et il a fini à mi-chemin à enlever son masque. La ferme de la Glazière devient alors le théâtre d'une course-poursuite sordide entre Priscilla et Didier. Elle va courir comme une folle sur ce chemin, pieds nus, à moitié en pyjama, essayant de trouver de l'aide, hurlant, jusqu'à ce que, bien sûr, il la rattrape, jusqu'à ce qu'il l'agrippe. Il l'aurait saisie par la main gauche et lui aurait porté un premier coup au cœur. Un premier coup, suivi de 60 autres. Didier, l'ami de la famille, s'est acharné sur Priscilla. Pour étayer l'alibi qu'il avait prévu, il s'est mis en route vers Paris. Alors sur le chemin, il s'est d'abord débarrassé de l'arme du crime, le couteau. Didier dit-il toute la vérité aux enquêteurs. Malgré leurs doutes sur la véracité des propos du boulanger, les gendarmes du Châtelet-en-Brie veulent connaître les raisons qui l'ont poussé à commettre un tel acte. Il avait imaginé
qu'il pourrait la surprendre, qu'il pourrait lui faire peur, que pour ça il fallait un masque parce qu'il ne fallait pas qu'elle le reconnaisse, qu'elle aurait tellement peur qu'elle s'évanouirait et qu'il enlèverait son masque comme un prince charmant et que là, il apparaîtrait comme le sauveur, qu'il la prendrait dans ses bras, qu'il l'embrasserait, qu'elle se réveillerait et qu'elle trouverait le réconfort auprès de lui. Voilà ce qu'il avait envisagé. Alors que les explications de Didier laissent les gendarmes perplexes, ils découvrent qu'un événement a peut-être précipité le drame. Ils ne supportent pas le fait que les parents de Priscilla aient décidé de déménager pour s'installer pas très loin, s'installer à 3 km. Mais que la distance est pour lui comme une rupture. Il est en proie à un sentiment d'abandon. Malgré l'éloignement, l'obsession de Didier pour l'adolescente prend de plus en plus d'importance dans son esprit. Le boulanger explique aux enquêteurs qu'1 an avant les faits, pour les 13 ans de Priscilla, il s'était livré à cœur ouvert. Il arrive avec un gâteau, et un gâteau qu'il a confectionné sans doute avec amour, puisqu'il l'a représenté sous forme de cœur. Et pour lui, c'est une sorte de témoignage, un aveu. Problème pour Didier, évidemment l'adolescente n'accorde pas à son présent l'importance qu'il espérait. En réalité, il était tellement en attente de signes qui puissent corroborer finalement son fantasme que s'il n'y avait pas eu cette histoire de gâteau, il y aurait eu autre chose, parce que finalement il était en attente d'une réciprocité de cette jeune fille, et cette réciprocité n'était pas là, parce qu'elle n'était même pas elle-même au courant de ses sentiments. Et là, cet événement apparemment l'a rendu foudrage. En tout cas, il en a conçu une sorte de dépit, de vrai dépit, d'amoureux éconduit. Comment va se dérouler le procès? Quelle attitude adoptera Didier? Et la préméditation sera-t-elle démontrée? Le 12 novembre 2003, plus de 2 ans après le drame, le procès de Didier s'ouvre devant la cour d'assises de Melun, en Seine-et-Marne. La salle était pleine de monde, autant des habitants des Écrennes et des proches de la famille de la victime que des curieux qui venaient voir cette affaire assez sensationnelle. C'est dans une ambiance pesante que l'ancien voisin des parents de Priscilla fait son entrée dans la salle d'audience. Dans le box, il avait évidemment les yeux baissés, tous les yeux étaient braqués sur lui, y compris la famille de la victime qui était assez vindicative. Il n'y a rien que vous pouvez retenir, c'est quelqu'un de très banal. Il est ni grand, ni gros, ni rien, quoi. C'est quelqu'un de complètement banal. Je pense que c'est le mot le plus approprié. Si l'homme adopte une nouvelle fois une attitude détachée, la famille de la victime attend de ce procès que la préméditation soit retenue. Mais comme lors de sa garde à vue, Didier assure qu'il n'avait au départ pas l'intention de tuer Priscilla. Son scénario d'épouvante a dérapé une fois que l'adolescente a pris la fuite. Jamais il ne nie les faits, il tente de les atténuer. Il était là pour lui faire peur, seulement lui faire peur. Son intention, selon lui, n'était pas de la tuer. Une thèse qui ne convainc pas les parties civiles. Alors que leur avocat pose des questions de plus en plus incisives, le boulanger finit par craquer et change finalement de version. Ça a pris du temps, mais au fur et à mesure que les heures passaient, que le procès se déroulait, il a fini par tout reconnaître. Et il a fini par reconnaître également que, oui, il était venu pour la tuer. Mais il fallait qu'il le dise, parce qu'il fallait que les parents, et il fallait, pour la mémoire de Priscilla, qu'on le sache, ça aussi. À la barre, l'ancien proche de la famille de l'adolescente va encore plus loin dans son témoignage. Avec un flegme déstabilisant, il explique que son projet criminel a été mûrement réfléchi. Pendant presque 1 an, il va envisager son geste et puis
ce n'est que 3 semaines avant la date fatidique qu'il va réellement entreprendre la démarche en posant son jour de congé. Il a mis les gants dans la boîte à gants, il a mis le couteau, il a placé le masque, il a tout ce dont il s'est servi pour accomplir son forfait, il l'avait préparé. Lorsque l'avocat général le questionne à son tour, Didier s'enfonce encore un peu plus dans l'horreur. Ce qui a été le plus inquiétant au cours d'assises, c'est qu'au cours des débats, j'ai réussi à lui faire dire qu'il avait pris du plaisir en la tuant. Là, on devient sans doute quelqu'un d'extrêmement dangereux et qu'il faut éviter de laisser en liberté dans la société. Le 14 novembre 2003, après 2 jours de procès, Didier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans pour le meurtre de Priscilla. Immédiatement après le verdict, il fait appel de la décision du tribunal. Ça arrive assez souvent que l'accusé qui est condamné au maximum fasse appel, puisqu'il n'y a aucun risque à faire appel, on ne peut pas avoir plus que le maximum. Pour la famille de Priscilla, c'est le choc. Ils vont devoir affronter, une fois encore, le bourreau de leur fille. C'est toujours terrible pour les parties civiles parce que c'est à nouveau se retrouver dans ce drame, c'est à nouveau souffrir, c'est à nouveau revivre ces événements traumatiques, c'est revivre un deuxième procès, donc c'est pas rien. Contre toute attente, après quelques semaines de procédure, Didier décide de se rétracter et accepte finalement sa peine. 3 ans pratiquement date anniversaire de la mort de Priscilla, la condamnation devient définitive et c'est définitivement terminé. « 17 ans après le meurtre de Priscilla, l'émotion est encore palpable dans le petit village des Écrennes. Alors que cette adolescente avait toute la vie devant elle, personne n'arrive à accepter le sort qui lui a été réservé. Aujourd'hui, quand je repense à l'affaire, forcément, quand on voit l'âge de la victime, on ne peut que se mettre à la place de la victime et se demander ce qu'elle serait aujourd'hui, forcément, obligatoirement. Aujourd'hui, elle aurait 32 ans. C'est vrai qu'on peut imaginer que ça serait une femme, une jeune maman avec des enfants. Et voilà, la vie, malheureusement, une vie qui a été décimée. Nous sommes au Héry-la-Vieille-Ville, une petite commune située dans les Hauts-de-France à seulement 30 km de Saint-Quentin. Perdu au milieu des champs, ce village ressemble à beaucoup d'autres dans la région. On est vraiment dans la campagne, c'est un bourg de 240 habitants à peu près, où l'activité principale c'est l'activité agricole évidemment. C'est surtout un lieu de passage, il n'y a pas vraiment d'activité économique au sein du village, si ce n'est des exploitations, il y a des gens qui habitent et qui travaillent sans doute dans les villes alentours. Une commune loin de toute effervescence et dans laquelle règne une grande solidarité entre les habitants. C'est pas une formule que de dire que vraiment, dans ce petit village, tout le monde se connaît. C'est presque une petite communauté, tout le monde vit à côté les uns des autres, et les voisins se connaissent pratiquement tous par leur prénom, dans la mesure où c'est vraiment un petit village et d'une surface très, très limitée. Le lundi 28 mai 2018, en fin de journée, le soleil de printemps illumine encore les rues du Héry-la-Vieille-Ville. Les enfants scolarisés dans la commune voisine sont déjà rentrés de l'école et jouent un peu partout dans le village. Les journées sont longues, il fait encore jour, jusqu'à 19h, 19h30, 20h. Les parents peuvent parfaitement et en toute confiance laisser les enfants prendre un vélo pour aller vaquer à leurs occupations, à leurs animations. Le jour commence à tomber lorsque la mère de Tom, un petit garçon du village, s'étonne
qu'il ne soit pas encore rentré à la maison. La maman de Tom commence à se demander où est-ce qu'il est parti, enfin ce qui se passe, parce que ça va être le moment du dîner le soir. Donc les minutes s'égrènent, c'est le début de soirée, c'est théoriquement l'heure à laquelle Tom est censé rentrer à la maison pour dîner. Préoccupée, la mère de Tom se demande si son fils de 9 ans n'est pas resté avec son meilleur ami, un garçon âgé de 11 ans que nous prénommerons Maxime. Le premier réflexe de la maman de Tom, c'est d'aller chez les parents de Maxime, parce qu'elle sait que Tom est forcément parti se balader avec son camarade. Donc quand sa maman va chez les parents de Maxime et se rend compte que Tom n'est pas là, forcément, elle se dit qu'il s'est passé quelque chose et elle commence à être sérieusement inquiète, évidemment. Mais alors, où se trouve Tom? Sa mère a-t-elle raison de s'inquiéter? Pourquoi ce jeune garçon n'est-il toujours pas rentré chez lui? Le 28 mai 2018, en début de soirée, alors que Tom reste introuvable depuis maintenant plusieurs heures, l'inquiétude grandit de plus en plus chez sa mère. Avec le meilleur ami de son fils, elle tente de reconstituer l'emploi du temps de Tom. Elle demande à Maxime ce qu'ils ont fait avec son fils dans les minutes, dans les heures qui ont précédé. Et Maxime raconte donc qu'il est allé cueillir des cerises avec Tom. Et c'est à ce moment-là que Jordan, un habitant un peu plus âgé du village, décide de les rejoindre et de se joindre à leur expédition de cerises. Et puis à un moment, Maxime, lui, a dit à Tom, écoute, il est l'heure de rentrer, pour moi, les parents m'attendent, je rentre dîner à la maison. Et Tom lui a dit, bah écoute, oui, vas-y, moi je vais rentrer dans quelques minutes. Mais Maxime ignore si son meilleur ami est bien rentré chez lui après son départ. Tom se trouvait alors à peine à 5 minutes de chez lui. Il n'a donc pas pu se perdre, d'autant plus qu'il était assez autonome dans le village. Ce petit garçon qui a encore une fois l'habitude d'aller et venir dans le village, de se balader. Bon, il y a la route nationale qui est un peu dangereuse, donc il fait attention, quoi. Hein. C'est pas une tête brûlée, quoi. C'est pas un gamin qui fait des bêtises. Suite aux propos de Maxime, la mère de Tom est envahie par la panique et décide de demander de l'aide. À partir du moment où elle se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal, que Tom a disparu d'une certaine façon, elle alerte un peu les voisins, parce qu'encore une fois, dans ce petit village, tout le monde se connaît. Et l'inquiétude est vite relayée, et tout le monde se met un petit peu à regarder dans les parages où l'enfant peut se trouver. Dans le quartier de la mairie où il y a le terrain de football, dans le long de la route nationale, à l'arrière du village. Ce sont des recherches qui se font de façon un petit peu informelle, pas véritablement organisée. Disons que les gens essayent de regarder là où ils peuvent et sans véritablement d'organisation. Chaque rue, chaque recoin du village est fouillé, en vain. Malgré les efforts et la bonne volonté des habitants, impossible de retrouver la trace de Tom. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut s'imaginer à ce moment-là, mais c'est surtout de l'appréhension, une certaine appréhension, mais je ne pense pas qu'on aille tout de suite imaginer forcément le pire, d'autant plus, encore une fois, qu'on se retrouve dans une petite agglomération très calme, donc on peut effectivement imaginer un accident ou quelque chose. Alors que règne la confusion, les éléments commencent à se déchaîner. Et à ce moment-là, il y a un orage terrible qui éclate en milieu de soirée, mais vraiment un orage terrible. Hein, il tombe des cordes, un orage d'une violence inouïe, qui fait que, bon, d'abord, dans un premier temps, c'est très compliqué pour les personnes de se déplacer, la nuit tombe, vous imaginez les gens avec des lampes torches, etc. Bon, ça devient très compliqué d'organiser, ou en tout cas de mener des recherches de façon efficace. La mère de Tom commence à imaginer le pire et contacte sans plus attendre les autorités de Vervins, une commune voisine.
Elle va finir par donner l'alerte aux gendarmes et puis immédiatement après prévenir le papa. Tom étant mineur, sa disparition est prise très au sérieux par les gendarmes. Immédiatement, d'importants moyens sont déployés. Tout un dispositif est mis en place, des patrouilles à pied, une équipe cynophile pour tenter de retrouver la trace de l'enfant. Il y a aussi un hélicoptère qui survole les lieux et les habitants se joignent aux gendarmes pour tenter de le retrouver. Les gendarmes apprennent qu'avant de cueillir des cerises avec Maxime, Tom a joué au football sur le terrain du village. Le jeune garçon était de bonne humeur et aucun problème n'était à signaler. Malgré tout, les enquêteurs suivent la procédure et se demandent si Tom n'aurait pas le profil d'un fugueur. Tom a 9 ans, il a 2 grands frères. Il est scolarisé en CM1 dans le regroupement scolaire du village d'à côté, à Saint-Richaumont. Dans la commune, les habitants ont l'habitude de croiser ce petit garçon plein d'énergie. Il est bien connu dans le village parce qu'il court un peu partout, il joue au football. Le petit Tom est comme n'importe quel jeune garçon de 9 ans, parfaitement épanoui, un garçon joyeux, sociable, ouvert, vraiment pas du tout un garçon à problème, loin de là. Interrogés par les gendarmes, les habitants du village sont unanimes. Tom est bien entouré et a grandi dans un environnement familial équilibré. Sa maman aussi est très bien connue, une personnalité, une personne très respectable. Elle vit séparée de son mari, mais tout se passe très bien. Alors que la fugue et le drame familial sont écartés par les gendarmes, ils décident d'interroger Jordan, la dernière personne connue à avoir été en contact avec Tom et Maxime. Peut-être a-t-il vu ou entendu quelque chose. Les gendarmes commencent à poser des questions à Jordan, puisque évidemment il était avec eux avant la disparition, avec Tom notamment, et il répond bah oui, c'est vrai, l'enfant est passé par là, bon bah ok, très bien, c'est un témoin parmi d'autres dans cette soirée, et il fait partie des personnes qui sont interrogées, mais pas de raison à ce moment-là d'avoir des suspicions. On est dans l'urgence, dans la recherche, quoi. On cherche un enfant. À ce moment-là, on n'est pas vraiment dans le judiciaire pur, on est vraiment dans l'urgence. Il y a un enfant de 9 ans qui a disparu, il faut le retrouver. Si Jordan n'est pas dans le collimateur des gendarmes, ce jeune homme de 27 ans a pourtant fait d'étranges révélations à certains habitants du village. Jordan avait participé d'ailleurs lui-même aux premières recherches organisées par les voisins et l'entourage. Et au cours de ces recherches, il aurait indiqué notamment que Tom serait monté sur un muret, qu'il serait tombé, mais qu'il ne se serait pas fait grand mal, et puis qu'il serait reparti. Mais sur le coup, les habitants n'avaient pas pris au sérieux les propos de Jordan. Alors le jeune Tom s'est-il blessé? Les gendarmes parviendront-ils à le retrouver rapidement? Et ce Jordan dit-il toute la vérité? Il fait nuit noire sur le village d'Huéry-la-Vieille-Ville. Alors que les recherches pour retrouver Tom se révèlent pour l'heure infructueuses, Maxime, son meilleur ami, indique aux gendarmes l'endroit où ils ont cueilli des cerises, plus tôt dans la journée. Forcément, des recherches sont organisées à cet endroit parce que bon, ça peut être un endroit où il y a pu y avoir un accident, où il y a pu y avoir une mauvaise chute, où il y a pu y avoir quelque chose qui a fait que Tom se retrouve en difficulté. C'est une vieille maison de briques complètement abandonnée, qui n'est plus qu'un tas de ruines, quoi, pratiquement, enfin bon, qui se trouve en bordure de National. Et en fait, c'est une maison qui est inoccupée depuis plusieurs années, depuis la mort de son propriétaire, qui a pu devenir un terrain de jeu peut-être pour certains gosses du village, mais enfin voilà, c'est vraiment un endroit qui, d'une certaine façon, peut être dangereux d'ailleurs.
Il faut imaginer vraiment une maison en partie parfois squattée, avec du mobilier un peu partout, et puis vraiment des végétaux qui prennent énormément de place, que ce soit des orties, des ronces, les arbres qui ont pris une proportion assez importante. Lampe torche à la main, les enquêteurs pénètrent dans la propriété de cette maison abandonnée au milieu de la végétation sauvage. La progression se fait pas à pas. Ils sont plusieurs gendarmes à fouiller les alentours de ce terrain et puis rapidement vont distinguer le corps de ce petit enfant. On aurait pu penser qu'on allait retrouver Tom, qu'il était peut-être parti jouer un petit peu à l'écart, dans les bois, dans les champs. Et quand les enquêteurs le découvrent finalement, ils ne s'attendaient vraiment pas à découvrir son corps. À seulement quelques mètres de là, le père de Tom assiste, impuissant, à cette découverte. Il va être rapidement informé par les gendarmes. Il va leur réclamer de faire un point de compression pour voir s'il y a un pouls. Et puis en fait très rapidement il va comprendre voilà, que son fils est décédé. Et puis dans les minutes qui vont suivre, il va rapidement aller voir son ex-femme pour l'informer. Alors que les parents de Tom gardaient l'espoir de retrouver leur fils vivant, leur douleur est indicible. C'est une réaction d'effroi terrible. Voilà, ces gens sont à des années-lumière d'imaginer ce qui s'est déroulé ce soir-là. Je pense qu'ils n'imaginaient évidemment jamais le pire. Et ces gens vont évidemment, ce qui est tout à fait normal, être effondrés. Voilà. À cette peine immense se mêle également un profond sentiment d'incompréhension. Ce qui est sidérant pour l'entourage et la famille du petit garçon, c'est que finalement le petit garçon sera retrouvé à quelques dizaines de mètres de chez lui, 150 mètres à tout casser, dans cette fameuse maison abandonnée qui était devenue une espèce de terrain de jeu, là où les enfants allaient cueillir des cerises. Et là, elle se situe à quelques mètres seulement de la maison familiale. Et c'est ça qui est sidérant et accablant pour l'entourage du petit garçon. Tom a-t-il eu un accident? Ou pire, a-t-il fait une mauvaise rencontre? Les gendarmes examinent de plus près le corps du jeune garçon. Il est dissimulé sous des orties qui viennent d'être coupées. Et il y a aussi au-dessus une palette de bois, ce qui leur fait penser qu'on a voulu dissimuler le corps de l'enfant. Les gendarmes en ont désormais la certitude, Tom a été assassiné. Très vite, les enquêteurs réalisent qu'il a même été roué de coups. Et l'horreur ne s'arrête pas là. La découverte que font les gendarmes, elle est assez terrible, puisqu'ils découvrent l'enfant à moitié nu. Il porte simplement des chaussettes et son t-shirt qui est relevé au niveau des épaules. D'ailleurs, ils n'ont jamais retrouvé le reste de ses vêtements, ils les ont cherchés, ils ont utilisé un drone, mais aucune trace de ses vêtements, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Face à la gravité de la situation, la section de recherche d'Amiens est saisie de l'affaire. Des enquêteurs de la police scientifique sont également dépêchés sur place afin de réaliser les prélèvements. Tout est complètement détrempé. Les gendarmes font leur première constatation sur le corps de l'enfant, mais encore une fois, à cause de cet orage terrible qui a éclaté quelques minutes auparavant, il y a peut-être des indices en termes d'ADN qui ont pu être perdus. Donc c'est vraiment une scène de crime très compliquée à analyser pour les spécialistes de police technique et scientifique. Les premières constatations, c'est qu'effectivement, le petit garçon a des traces de coups notamment au niveau des parties génitales qui font penser qu'il a été victime de violences sexuelles. Sur le corps de Tom et à proximité, la police scientifique retrouve également des traces
de combustion. C'est-à-dire que quelqu'un a essayé d'allumer un feu au niveau de la végétation. Il a pris, mais comme il y avait un gros orage cette nuit-là, on peut penser que la pluie a éteint le feu et le corps de l'enfant, lui, n'a pas du tout été touché. En pleine nuit et sous l'orage, les investigations de la section de recherche sont difficiles. Malgré ces conditions, les gendarmes font tout leur possible pour trouver le moindre indice. Immédiatement, les gendarmes découvrent un parpaing ensanglanté. Donc c'est une pièce à conviction, évidemment, qui doit être préservée et qui va faire l'objet d'analyse. Très vite, l'hypothèse d'un crime commis à l'aide de ce parpaing et d'un viol se dessine. La chaîne pénale se met en route et on change totalement de dimension. Là, on passe d'une disparition inquiétante d'un enfant à un crime et un viol d'un enfant de 9 ans. Donc on est dans une affaire judiciaire évidemment dramatique, une enquête criminelle, et on est dans une dimension qui n'est plus du tout la même. Qui est responsable de ce meurtre? Pourquoi avoir fait du mal à un enfant âgé de seulement 9 ans? Tom connaissait-il son bourreau? Le 29 mai 2018, au petit matin, la terrible nouvelle du meurtre de Tom s'est propagée dans tout le village. L'émotion et l'indignation sont dans tous les esprits. C'est évidemment un événement qui va choquer le village. Au-delà, c'est un événement qui prend une ampleur nationale d'emblée. C'est aussi une énigme criminelle, puisque à ce moment-là, en la disparition, il n'y a pas de suspect, donc potentiellement il y a un criminel qui est en liberté. Donc voilà, il y a l'horreur du crime et il y a l'énigme. Le choc pour la famille de la victime et les habitants du Héry-la-Vieilleville est tel qu'un service d'aide est mis en place. Le maire du village demande à une cellule psychologique du SAMU d'intervenir pour accueillir les gens du village qui sont choqués, à commencer bien sûr par la maman du petit garçon qui elle-même sera entendue, prise en charge et soutenue par les psychologues professionnels. Et puis aussi le petit Maxime, le copain de Tom, les parents du petit Maxime seront également entendus. Alors que la veille, les enquêteurs étaient dans l'urgence de retrouver Tom au plus vite, ils décident de s'intéresser de nouveau à Jordan. Très naturellement, les gendarmes vont avoir un premier suspect qui est Jordan, puisque c'est la dernière personne qui a vu Tom vivant. On sait qu'il était avec lui dans cette maison. Les gendarmes de la section de recherche d'Amiens cherchent alors à établir le profil de ce Jordan. Jordan, c'est un jeune homme de 27 ans qui habite le village depuis toujours, qui est l'un des enfants d'une famille de 9 enfants. C'est un garçon un peu marginal. Dans le village, il est facilement reconnaissable parce qu'il a un look punk avec une crête qui varie de couleur en fonction de ses envies. Si le jeune homme est sans emploi et vit d'allocation, pour sa mère, Jordan est une personne sérieuse sur laquelle on peut compter. Il faisait des petits travaux chez les personnes qui lui demandaient parce qu'il ne travaille pas. Donc il était beaucoup rendant service, aussi bien jardin que babysitter, tout ce que les gens demandaient. Jordan n'a pas de casier judiciaire, c'est pas un boy de justice, c'est pas quelqu'un qui est connu, comme on dit, des services de police ou de justice. Bon, cela dit, il a eu quelques petites embrouilles, quelques contraventions, etc. Notamment pour des délits routiers, des choses comme ça, des comportements vraiment de toute petite délinquance. Mais enfin, voilà, il n'est pas identifié comme étant le délinquant du village. Au Héry-la-Vieilleville,
Jordan loue une maison délabrée dans laquelle il invite régulièrement ses nombreux amis. Parmi eux, Sébastien, qui le fréquente depuis 3 ans. Eh ben moi je le décrirais vraiment comme le stéréotype du bon copain. Le bon copain, le bon pote à tout le monde, celui qui amuse la galerie, celui qui fait rire tout le monde, le bout en train de service, qui a le cœur sur la main, le mec cool. Limite un petit peu peace and love. Je ne l'ai jamais vu une seule fois se mettre en colère contre qui que ce soit. Il n'a jamais eu de violence envers personne. Au contraire, c'est insulté, tout ça. Mais lui, il n'a jamais eu de violence. Jamais il a retapé sur quelqu'un. Un jeune homme sociable qui a même failli être élu aux élections locales en 2014. Il a obtenu, si je me souviens, 30%, enfin l'équivalent de 30% pour un village aussi petit. Ça fait quand même, c'est quand même un résultat intéressant. Donc je pense que c'est quelqu'un qui non seulement était bien intégré dans son village, même si bon, il y a certains esprits étriqués qui ont toujours un mouvement de recul par rapport aux gens qui se présentent pas tout à fait de manière conventionnelle. Mais non, il était bien apprécié, il connaissait tout le monde. Mais ce qui intéresse surtout les enquêteurs, c'est de savoir quel genre de relation entretenait le jeune homme de 27 ans avec sa victime. Évidemment que Jordan et Tom se connaissaient puisqu'ils habitent dans le même village. Il y a un écart d'âge important entre eux, mais dans un petit village on se croise. C'est pour ça que personne s'est méfié, et encore moins Tom quand Jordan les a rejoints pour la cueillette des cerises. Et il y a une sœur de Jordan qui a été la babysitter de Tom. Donc voilà, ça prouve que on n'est pas du tout dans un antagonisme quelconque entre ces deux familles. Donc il n'y a vraiment pas d'animosité qui précède un tel drame. Si Jordan n'a pas de mobile apparent, les gendarmes décident néanmoins de l'interpeller à son domicile. Mais pour la famille, il est évident que les enquêteurs font fausse route. Lui, il n'a rien à voir là-dedans, c'est sûr et certain. Il n'aurait pas une tête à faire ça, quoi. Je vous dis, il n'est pas non plus fou à ce point-là, quoi. Il ferait pas ça, quoi. Donc là, je vous dis, il est en garde à vue, là, après on verra bien ce qu'il va donner les résultats, quoi. Pour Sébastien aussi, le choc de cette interpellation est immense. J'ai pensé à tout le monde sauf à Jordan, à tout le monde. Je me suis dit, c'est un coup d'un rôdeur. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est une erreur policière, quoi. Donc pour moi, c'est juste impossible de l'imaginer impliqué dans une affaire aussi violente, aussi brutale et aussi criminelle, quoi. C'est juste pas possible. Malgré l'incompréhension de ses proches, Jordan est placé en garde à vue à la gendarmerie d'Amiens. Il est complètement mutique, quoi. C'est-à-dire qu'il ne dit rien, à peine donne-t-il son identité, et il ne donne aucun élément sur ce qui s'est passé dans les heures qui ont précédé, en tout cas autour de la disparition du petit homme, et ça va durer comme ça pendant plusieurs heures. Jordan va-t-il sortir de son mutisme? Pour quelles raisons refuse-t-il de témoigner? Aurait-il des choses à se reprocher? Le mercredi 30 mai 2018, alors que Jordan est en garde à vue depuis maintenant 24 heures, le procureur de la République de Laon révèle les premiers éléments de l'enquête à l'occasion d'une conférence de presse. L'autopsie, pratiquée hier soir, a révélé que la mort est due à un traumatisme crânien. Des traces de viol ont été mises en évidence. Le gardé à vue est, en l'état de nos investigations, la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Il a été placé en garde à vue le 29 mai à 6 h du matin. À ce stade, il conteste son implication. Et je rappelle qu'il est présumé innocent. Il a un casier judiciaire vierge. Si Jordan conteste son implication, il refuse cependant de répondre aux questions des gendarmes. Afin d'obtenir ces réponses et surtout de cerner au mieux son profil,
les enquêteurs décident donc de passer au crible son activité sur Internet. En fait, les principaux éléments concernant sa personnalité, son passé, on vont le retrouver dans son ordinateur et notamment sur tout ce qu'il a laissé comme traces, comme messages sur les réseaux sociaux. Il se met énormément en scène, il y a beaucoup de photos de lui, il ne cache pas sa bisexualité, ses rencontres. Il ne cache pas aussi sa passion pour les mangas un peu satanistes. Un personnage complexe et excentrique qui aime jouer sur son apparence. Le gardé à vue se travestit régulièrement, il se prend en photo habillé en femme, maquillé, il met du vernis et ça sème un petit peu le trouble sur sa personnalité. En fouillant davantage encore l'historique Internet du jeune homme, les gendarmes réalisent que Jordan n'est peut-être pas aussi lisse qu'on voudrait bien leur faire croire. Sur les réseaux sociaux, parfois, il a des expressions un peu limites, un peu borderline. Des propos chocs et une part d'ombre qui interpellent les gendarmes. Au mois de mars 2018, Jordan a reçu un message d'un habitant du village voisin lui intimant de ne plus jamais s'approcher de ses petits frères. On lui reprochait vaguement d'être plus ou moins pédophile. Mais moi, j'ai jamais entendu aucun enfant se plaindre de lui, j'ai jamais entendu aucun parent se plaindre de lui. Enfin, c'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles. Si Jordan n'est pas inscrit au fichier des délinquants sexuels, les enquêteurs ont l'intime conviction qu'il est impliqué dans le viol et le meurtre de Tom. Mais les gendarmes manquent d'éléments matériels pour confondre leur suspect numéro 1. Ils placent donc tous leurs espoirs dans les résultats des analyses ADN réalisées sur la scène de crime. Malheureusement, ces analyses ADN ne donneront rien, c'est-à-dire que très concrètement, il n'y a aucune trace permettant de le mettre en cause ou d'apporter une piste quelconque aux enquêteurs. Et donc, les gendarmes qui auditionnent Jordan eh bien, sont bien obligés de poursuivre cette garde à vue et attendent qu'il se décide enfin à parler ou en tout cas de livrer quelque chose. Contre toute attente, le jeudi 31 mai, après 36 heures de garde à vue, Jordan sort de son mutisme. On ne sait pas ce qui a été l'élément déclencheur, toujours est-il qu'après des heures et des heures de silence, eh bien finalement Jordan va finalement évoquer ce qu'il appelle des flashs, des espèces de souvenirs comme ça qui lui reviennent de façon ponctuelle. Il leur dit qu'il se revoit en train de frapper Tom. Par contre, il ne va jamais parler du meurtre et il ne parlera pas non plus du viol. Cette déclaration, cette évocation de flash, ce ne sont pas des aveux formels, circonstanciés, comme on dit en matière judiciaire. Non, c'est simplement la reconnaissance, d'abord d'avoir été peut-être présent au moment du drame, la reconnaissance d'une certaine façon implicite d'être plus ou moins impliqué dans la mort du petit garçon. Donc c'est vraiment un fil très ténu que vont pouvoir tirer les enquêteurs de la gendarmerie. Alors qu'il reconnaît seulement une partie des faits, Jordan est déféré devant un juge d'instruction au tribunal de Laon. Son comportement lors de sa mise en examen dans le bureau du juge d'instruction, il est à l'image de sa garde à vue, c'est-à-dire qu'il va choisir de garder le silence. Malgré l'absence d'aveux circonstanciés et de preuves formelles, Jordan est finalement mis en examen pour le viol et le meurtre de Tom. Les parents de la victime saluent le travail des enquêteurs et de la justice. Leur réaction, d'abord, c'était la satisfaction de pouvoir mettre un visage et un nom sur le meurtrier de leur enfant. Après, le fait qu'ils connaissaient cet homme n'a peut-être pas particulièrement changé les choses dès lors qu'ils le connaissaient, mais qu'il n'y avait strictement aucun lien de proximité particulière entre eux. Dans le village, on est consterné lorsqu'on apprend qui est mis en examen.
C'est l'incrédulité, puisque personne ne l'imagine faisant du mal à Tom, d'autant plus qu'il le connaît et qu'on le voit régulièrement avec lui. La nouvelle fait l'effet d'une bombe au Héry-la-Vieille-Ville. Personne n'aurait imaginé que Jordan puisse être un meurtrier, surtout pas ses proches. J'ai encore du mal à réaliser que quelqu'un que vous connaissez bien depuis longtemps, avec qui vous avez partagé des moments, des loisirs, des passions, avec laquelle il y a une amitié qui s'est instaurée. Imaginer quelqu'un comme ça coupable d'un crime aussi horrible, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile. Si les proches de Jordan sont dans l'incompréhension, c'est bien pour la mère de l'accusé que cette mise en examen est la plus difficile à accepter. J'ai été surprise, quoi. J'ai dit que c'était pas possible, que c'était pas lui. Je crois toujours pas. Ça me choque, quoi, et puis je suis toujours en train de me poser la question, quoi. L'enquête des gendarmes permettra-t-elle de lever le voile sur toutes les zones d'ombre? Jordan va-t-il adopter une autre attitude? Et surtout, pour quelle raison aurait-il ôté la vie à Tom? Huit jours après la disparition de Tom, le village du Héry-la-Vieille-Ville se prépare à dire au revoir au petit garçon. Dans la commune, l'heure est au recueillement. Les habitants vont respecter la volonté de la famille qui ne souhaite pas qu'il y ait une marche blanche pour Tom. En revanche, ils vont se mobiliser pour nettoyer l'église, pour nettoyer les abords, pour qu'elle soit vraiment belle le jour des obsèques de Tom. Ils vont aussi faire en sorte de la fleurir en rouge et blanc, les couleurs du club de football qu'aimait tant Tom. Il y avait effectivement tous les membres de la famille de ce petit garçon, c'est tous ses oncles et tantes, ses cousins, cousines, tous ses camarades de classe, ses professeurs. Voilà. C'est très émouvant. Commence alors le temps du deuil pour les proches du petit garçon. Pendant ce temps, les gendarmes poursuivent leurs investigations afin de connaître les circonstances exactes du meurtre. Une enquête dont les résultats sont attendus avec impatience par ses parents. Comme toutes les victimes dans ce type de dossier, ils attendent d'avoir la vérité, ils attendent d'avoir des explications de la part de ce suspect sur les circonstances qui l'ont conduit à agir ainsi. Il reste présumé innocent, mais ils attendent d'avoir des réponses aux questions, de savoir pourquoi autant d'horreur dans le crime. Pour l'instant, Jordan n'a pas donné de version précise des faits aux enquêteurs. Bien qu'il ait évoqué des flashs où il se voyait en présence de son jeune voisin, ses déclarations et le témoignage de Maxime constituent les seuls éléments à charge contre le jeune homme. L'enjeu de l'instruction va donc être de renforcer ce dossier, jusqu'ici très mince, du point de vue judiciaire. Le travail du juge d'instruction va être énorme dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour essayer de donner un petit peu plus de consistance à ce dossier et notamment aux éléments à charge, parce que pour l'instant, encore une fois, on n'a qu'un témoignage indiquant qu'il était présent au moment de la disparition du petit homme, et puis ces demi-aveux qui n'en sont pas. Pour autant, on imagine mal qu'il ne soit pas d'une façon ou d'une autre impliqué dans la mort du petit garçon. Par ailleurs, un élément important concernant Jordan va émerger au cours de l'enquête. En interrogeant la famille, les gendarmes vont découvrir que Jordan a été un enfant un peu fragile, aussi bien d'un point de vue physique, avec quelques problèmes de santé, et puis fragile également d'un point de vue psychologique. C'est un garçon qui a quelques soucis, qui a été suivi. Pour sa mère, Jordan pourrait même souffrir de schizophrénie. Ben moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas la même maladie que son père? C'est la même chose, c'est ce que je me suis dit. Est-ce qu'il n'a pas vu des choses? Et puis, est-ce que c'est vraiment qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait? Ça, on peut pas savoir.
Une hypothèse balayée par Sébastien, lui-même infirmier. J'ai jamais entendu parler de ça, pourtant il me parlait assez facilement de ses problèmes de santé. Puis j'ai jamais vu chez lui de médicaments pour traiter la schizophrénie, de neuroleptiques, de psychotropes. J'ai jamais vu chez lui de médicaments de ce style-là. La question de la responsabilité pénale de Jordan se posera donc au cours de l'instruction. Le rôle des experts sera crucial. Donc là, une enquête psychiatrique est obligatoire pour savoir si un suspect, au moment des faits, était responsable de ses actes, savoir s'il avait toutes ses facultés mentales et pour savoir s'il est susceptible ou non de comparaître devant une cour d'assises. Dans l'attente de son jugement, Jordan reste présumé innocent. Au Héry-la-Vieille-Ville, plusieurs mois après le drame, tous les habitants du village sont encore sous le choc. Pour les parents de Tom, il va falloir du temps avant d'apaiser la douleur. Ils ont perdu un enfant, c'est effectivement ce qui est totalement indicible, anormal. C'est pas quelque chose qui va dans la logique des choses, de perdre un enfant, un bambin de 9 ans. Donc ils vont se reconstruire, je crois, ensemble, à la fois pour Tom et puis pour eux-mêmes.